Quel est le point commun entre Cathy Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut, c'est Alix et ce mois-ci dans Conquérante, je te présente Eva et Laetitia, deux combattantes de MMA et de Muay Thai ou Boxe Thai qui sensibilisent les femmes à ces sports. Eva est combattante professionnelle de MMA depuis 3 ans et Laetitia prof de Boxe Thai et toutes deux s'associent pour organiser des stages pour sensibiliser les femmes au sport de combat en dédramatisant la chose. Elles décrivent des sports violents et techniques qui demandent une grande discipline et humilité et qui laissent malheureusement trop peu de place aux femmes. Elles te parlent de leur préparation tant physique que mentale pour la compétition, de la pesée à la cage jusqu'au retour dans les vestiaires. Autant te dire que j'étais très impressionnée. Je te laisse donc en compagnie d'Eva et Laetitia, les meilleures profs de sport de combat. Moi, je suis Eva Dourte, j'ai 32 ans, je fais du MMA, des sports de combat depuis que je suis enfant. Et là, je fais du MMA, je suis combattante professionnelle depuis 3 ans et demi. Ok. Donc moi, je suis Laetitia, j'ai 35 ans. Je pratique aussi les sports de combat depuis toute petite. Je suis actuellement professeure de boxe. Je fais aussi quelques combats de temps en temps. Voilà, parce que maintenant, je suis un petit peu âgée pour en faire. Mais voilà, je continue toujours un peu à m'éclater sur le ring quand j'en ai l'occasion. Et voilà, pour ma petite présentation. D'accord. Et donc, toutes les deux, vous êtes en association pour quelque chose de particulier. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Absolument. Alors en fait, avec Eva, on a eu l'idée de pouvoir organiser des stages pour sensibiliser les femmes au sport de combat, notamment le Muay Thai et le MMA, afin de leur montrer d'une part que c'était accessible à elles, au pluriel bien sûr, pour aussi enlever tous les préjugés qu'on peut avoir sur ces sports qui leur collent encore à la peau. Par ailleurs, on a une de nos dernières participantes au stage qui ne savait pas que le MMA était accessible aux femmes. D'accord, donc elle pensait que c'était impossible pour les femmes de faire du MMA ? Exactement, elle nous a dit, mais ah bon, les femmes peuvent en faire ? Ah oui, on te confirme. Et voilà, donc ça a été une très belle découverte pour elle. Et donc voilà un petit peu notre but, c'est de montrer aux femmes que ces sports sont très techniques, il y a vraiment des valeurs qui sont véhiculées à travers la pratique, etc. Et que ce sont des sports qui ont aussi une histoire, quoi. Oui, voilà, exactement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se font une image du Muay Thai et du MMA. De quoi, par exemple ? Est-ce que tu pourrais me donner un petit peu des exemples de stéréotypes auxquels vous êtes confrontés ? Il y en a plein. Oui, il y en a beaucoup. On peut dire, par exemple, que certes, c'est violent, mais c'est avant tout technique. Et c'est un dépassement de soi, etc. Et aussi, c'est fait pour les hommes. Voilà. Ça, c'est pas du tout. C'est fait pour tout le monde. C'est adapté à tout le monde, à tout niveau. Et puis aussi, par exemple, les femmes qu'en font, en fait, on n'est pas féminine, quoi, par exemple. Ah oui, ça c'est... Voilà, oui, c'est qu'il y a un stéréotype, il y a un stéréotype de femmes qui peuvent seulement en faire, alors que pas du tout, quoi. C'est vraiment ouvert à toutes les femmes. Voilà. Exactement, ouais. Combien de fois, il y en a qui m'ont dit mais tu ressembles à ça, je pensais t'étais plus Golgoth que ça. Ouais, non mais... Non mais c'est vrai, par exemple, y en a plein qui me disent mais t'as jamais eu le nez cassé en 20 ans de pratique ? Non. Alors c'est certes, on a pu avoir des petits bobos pendant les combats, ça c'est une évidence, parce que clairement quand on monte sur le ring ou qu'on rentre dans la cage, on n'y va pas pour enfiler des perles, si je puis dire. C'est clair, j'imagine. Donc après ça fait partie du jeu, c'est comme plein d'autres sports. L'équitation, on peut tomber sur des barres d'obstacles et se fracturer plein de choses. C'est clair. La danse classique, on peut s'abîmer les pieds. Alors après, je suis pas là pour faire un concours de quel sport est le plus dangereux, qu'on soit clair. Mais voilà, simplement pour dire qu'il y a des risques dans tous les sports. Mais après, le but du jeu, c'est vraiment d'aborder ce genre de discipline dans un bon état d'esprit, quoi. Faut vraiment dédramatiser la chose et puis prendre la pratique du bon côté, puis se laisser guider par des professionnels. Oui, mais du coup, comment vous en êtes arrivé là, à ces sports-là ? C'était quoi vous étiez comment petite ? Est-ce que vous étiez sportive ou c'est venu plus tard ou... Toute petite, oui, j'étais très sportive. J'ai commencé par le judo, j'ai fait 17 ans de judo.
Et donc oui, en fait, les sports de combat me collent à la peau depuis que je suis enfant. Après, j'ai changé de sport, mais toujours dans le combat parce que j'adore l'affrontement et le dépassement de soi. Ce sont des sensations et des émotions qu'on retrouve que dans les sports de combat. Qu'est-ce que tu veux dire par dépassement de soi ? Y a une sorte d'instinct de survie qui peut s'installer, que dans la vie de tous les jours on n'a pas forcément. Et à chaque fois, par exemple, je peux vous dire, à chaque fois après un combat, j'ai l'impression de ressortir plus grande. Ça me fait avancer, évoluer et ça me fait vibrer. Et je sais, si demain j'arrête, si j'ai plus ça, si j'ai plus ce truc de sortir de ma zone de confort, j'aurai l'impression de mourir à petit feu. C'est beau ce que tu dis. Ah, je l'ai préparé. Tricheuse. Elle a bien fait ses doigts. Ouais, c'est ça. Et toi, Laetitia, du coup, comment t'es arrivée à... Alors moi, c'est pareil, hein, j'ai baigné dans les sports de combat depuis toute jeune. Alors, à savoir, pour les personnes qui font de l'équitation, je me suis permise la petite comparaison parce que moi, j'ai fait aussi pas mal d'équitation en parallèle du judo. J'en ai fait 7 ans pour le coup et voilà, j'ai fait des petits championnats de Seine-et-Marne, enfin bon, on va dire le truc habituel. Et ensuite, après le judo, le judo ne me suffisait plus. Et en fait, j'ai un ami qui m'a un jour invité à faire un essai. Alors, avant, c'était dans un parc pour qu'il montre un petit peu les techniques que j'arrive pas complètement à l'ouest pour le premier entraînement. Sauf que ça s'est pas vraiment bien passé. Et puis après voilà, j'ai passé le cap de la salle de sport et là je suis allée dans son club et là j'ai un club de quoi ? C'était un club de Muay Thai. Oui pardon, donc du coup voilà, je me suis tournée vers le Muay Thai, donc la boxe thaïlandaise, Muay Thai et boxe thaïlandaise, c'est la même chose. D'accord. Je tiens à le préciser. Voilà. C'est pas deux sports différents, c'est la même chose. Il y a juste un qui est un terme thaïlandais et l'autre qui est le terme plus occidental. OK. Tout simplement. Donc voilà, donc j'ai fait la découverte de ce sport, pas de manière très sympathique. Je précise quand même que j'ai découvert le Muay Thai il y a 20 ans. Hein. Donc en soi, il y a 20 ans, qu'on soit clair, il n'y avait pas de pédagogie, c'est-à-dire qu'en fait, on arrivait en cours, on avait juste les gants. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de protège tibia, il n'y avait pas de protège dents, c'était vraiment freestyle. Est-ce que tu peux redéfinir un petit peu le Muay Thai et la boxe thaï en général ? C'est quoi le but, la différence avec la boxe française et la boxe anglaise ? Alors, la différence, c'est qu'en Muay Thai, donc je vais utiliser ce terme pour le reste de l'interview. Donc le Muay Thai, en fait, on a 8 armes. Donc on a les poings, on a les coudes, les genoux et les coups de pied circulaires avec le tibia. Donc x2, ça fait 8. Et la spécificité du Muay Thai, c'est aussi ce que l'on appelle le corps à corps. Donc le but du jeu, c'est de saisir son partenaire par la nuque et de faire tout un travail de passage de bras pour pouvoir avoir l'avantage sur son adversaire et de pouvoir envoyer des coups de genoux. Voilà, donc peu importe l'endroit. Alors évidemment, tout ce qui est au niveau des parties, c'est interdit. Et puis on a aussi les projections. Voilà, voilà un petit peu le bagage technique de ce sport, enfin le lexique technique de ce sport. Et puis donc après pour les compétitions, c'est sous forme de rounds avec un temps donné. En fonction du niveau, il est différent. On commence de l'assaut technique avec toutes les protections, donc casque en mousse, plastron, gants, etc. Oui, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de protections. Aujourd'hui, il y a beaucoup de protections, voilà, c'est-à-dire que si on fait en parallèle de la première expérience que j'ai eue, aujourd'hui, d'une part, les profs sont vraiment formés, il y a des diplômes, chose qu'il n'y avait pas à l'époque, ou très peu, enfin, c'était des diplômes qu'on passait en 2 jours, voilà, une journée même. Aujourd'hui, il y a une vraie recherche de construction de cours, de programmes comme un programme scolaire. Donc il y a eu une vraie évolution au niveau de l'enseignement et ça se ressent en fait sur la qualité des boxeurs, quoi, des boxeuses aujourd'hui. Enfin, des pratiquants, quoi. Et toi, du coup, Eva ? Le MMA, alors il y en a beaucoup qui vont dire non, mais on a le droit à tout. Alors qu'au contraire, c'est très très réglementé. Oui, c'est un peu l'image du MMA. C'est réglementé dans le sens où bon, bien sûr, on a le droit aux frappes, mise au sol, donc il y a beaucoup de luttes, on a le droit aux étranglements, clés de bras, tout ce que l'on veut, sauf doigts dans les orifices. Rigolez pas. C'est une règle très spécifique, mais ma foi très intéressante. Bien sûr. Tirage de cheveux, mordre.
D'accord. Oui, tous les trucs un peu Voilà, il y a sales, aussi quoi. coude au-dessus de la tête et derrière la tête et sur la colonne vertébrale. Aussi, lorsqu'il y a quelqu'un qui est au sol et l'autre est debout, interdiction de taper avec les pieds à la tête. Ok. Donc voilà, c'est quand même assez réglementé. Et c'est vrai que le fait que ce soit dans une cage, ça peut paraître un peu sauvage. Mais au final, ça a été prouvé que c'est plus sécuritaire que dans un ring. Un ring, on peut passer à travers, qu'une cage, on peut pas. D'accord, ok, c'est pour Voilà. ça que ça se passe dans une... Voilà, c'est plus... D'ailleurs, il a été observé, c'est vrai, pendant même des gros galas avec des boxeurs qui ont un très, très grand niveau en professionnel, pendant les combats, certains qui sont passés par-dessus ou en dessous des cordes. Voilà, Donc retenir sur la table des justes, qu'en fait, il y a les justes qui sont autour du ring avec leur table. Et ça s'est déjà vu, oui. D'accord, ok. Voilà. Et au MMA, pas du tout. Et justement, on va se servir de la cage. Enfin, c'est aussi un moyen, voilà, de boxer, voilà. Du coup, toi, tu m'as dit que tu étais combattante pro, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Donc, tu continues de faire des combats oui. aujourd'hui? Oui, je continue encore. Je combats encore. Voilà. Et c'est quoi, toutes les deux, votre émotion, en fait, quand vous rentrez sur le ring ou dans la cage? C'est quoi qu'est-ce qui se passe dans votre tête et la différence qu'il y a avec la première fois que ça s'est passé? On va dire que des fois, ça peut être différent déjà en fonction de qui on va rencontrer. Parfois, ça peut changer la donne en fonction clairement, voilà, de la personne qu'on va avoir en face de nous, suivant son palmarès ou ce que la personne va dégager. Mais la chose la plus importante quand on rentre dans le ring ou dans la cage, c'est d'arriver de manière conquérante, justement, sans jeu de mots, et de se dire que de toute façon, on en ressortira gagnante, quoi qu'il arrive. Voilà, et de pas lâcher cet état d'esprit, et surtout il faut pas faillir, c'est-à-dire qu'il faut pas que la personne en face de nous prenne le pas déjà psychologiquement, parce que c'est aussi un combat psychologique, c'est pas que physique. Ouais. C'est pour ça que parfois dans certains combats vous avez la pesée où justement les femmes se voient avant, se regardent, etc. Et tout ça peut jouer justement au niveau psychologique. C'est des stratégies que tout le monde connaît, clairement, il y a pas, c'est pas vraiment un secret. Non, bien sûr. Ouais. Le face-à-face, il est primordial. Il y a une pesée aussi au MMA avant le... Oui, il y a une pesée, il y a le face-à-face, comme on voit à la télé. C'est ça. Et du coup, c'est quoi ces stratégies, justement, de... Alors déjà, la première, c'est de prendre l'ascendant psychologique sur la personne. Donc, il y a plusieurs façons. Il y en a qui vont analyser un peu le tempérament de la personne sur les réseaux, notamment. Si on voit qu'elle est un peu fébrile psychologiquement, elle va la provoquer, ou avec le regard, tout ça, ça peut beaucoup jouer. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Oui, il y a une étude psychologique avant de l'adversaire. Elle peut se faire, oui. Elle peut. Donc en fait, il faut se préparer avant de rentrer dans un combat. En fait, il faut se murer un peu psychologiquement. On parle clairement de préparation mentale. C'est vraiment le terme, et qui est tout à fait présent. C'est vrai que pour vous donner un exemple, si une combattante est extrêmement bien préparée, mais que psychologiquement elle n'est pas là, elle peut clairement perdre son combat. Alors qu'elle va avoir un très bon coup d'œil. Pour le coup, je reviens par rapport à la boxe, elle va avoir un très bon coup d'œil, elle va vraiment bien esquiver, elle va être très technique, avoir de la force, bref, elle va avoir un panel technique qui est extrêmement complet, mais vu que psychologiquement elle n'est pas là, elle pourra perdre face à son adversaire. Oui, donc en fait, en arrivant déjà sur le terrain, de combat, c'est un peu déjà, vous êtes plongé dans un personnage un petit peu. Absolument, ouais, il y a une phase de concentration avant de rentrer, ça c'est évident. Oui, puis c'est un vrai personnage. Ouais. Et du coup, c'est quoi, toi par exemple, Eva, ton personnage quand t'arrives? Est-ce que tu penses à qui quand tu joues? Alors en fait, ça dépend, chaque combat est vraiment différent et l'état d'esprit lequel on arrive au combat est tout le temps différent. Ça dépend aussi de la vie perso qu'on a, je pense, à l'instant T. Bien sûr. Et il faut beaucoup adapter. Ça. Donc, je pourrais pas te dire, il n'y a pas de recette miracle, non, il n'y a pas le secret. Il y a pas, voilà. À chaque fois, il faut adapter. Ouais. Mais à chaque fois, j'essaie de faire ressortir une certaine agressivité et détermination. Et c'est ça qui est très, très dur. Parce que c'est dur de rentrer dans une cage, de taper quelqu'un, entre guillemets, qui ne nous a rien fait. Oui.
carrément. C'est assez compliqué, mais c'est là que, comme a dit Laetitia, la préparation mentale, elle est extrêmement importante. Bien sûr. Puis après, il y a aussi, par exemple, l'enjeu du combat. Je veux dire, si par exemple, il y a un titre ou une motivation supplémentaire, bon, bah là, ça peut parfois aider encore plus ou parfois desservir, ça dépend. Encore une fois, préparation mentale. Si vous avez un gros enjeu, bah voilà, il faut savoir... en fait, ce qu'il faut, c'est savoir gérer la pression. Quand vous montez sur le ring ou vous rentrez dans la cage, il ne faut pas arriver à plat. Même au niveau, on va rentrer un peu plus physiologiquement, même au niveau du système cardiovasculaire, il ne faut pas arriver bas. Il faut vraiment qu'on soit prête. En fait, c'est-à-dire que dès que le gong il sonne, on y va, quoi. Et il n'y a pas d'hésitation. C'est-à-dire que psychologiquement, physiquement et physiologiquement parlant, boum, on y va, on doit exploser. Ouais. Voilà. C'est vraiment une conquête de l'espace. Il faut le faire dès le début, en fait. Ça commence par la... C'est ça. Et après, comme le disait à juste titre Eva il y a quelques minutes, tout dépend aussi après de l'adversaire. Après, ce qu'on appelle, c'est les game plans. C'est-à-dire qu'en amont, on peut très bien préparer une stratégie de combat aussi, en fonction de la personne, si tant est qu'on puisse savoir qui c'est avant, ou alors l'adapter pendant le combat. Voilà, oui. En fonction de comment on va réagir. Par exemple, si je parle de la boxe, bien souvent, le premier round, c'est ce qu'on appelle le round d'observation. Même si, attention, on a déjà constaté des KO dès le premier round, ça c'est avéré, mais en général, c'est souvent considéré comme le round d'observation, voir un peu les réactions de l'autre, etc., pour justement prendre l'avantage, quoi. Mmh. Mais aussi, donc les sports de combat, en règle générale, c'est donner des coups, mais c'est aussi savoir en recevoir. Alors, comment on apprend ça ? C'est une forme d'humilité qui est quand même assez grande, je trouve, dans ces sports. Vous savez, avec l'adrénaline, on sent pas. On sent pas les coups, on sent rien. On est tellement dans un état au-delà du quotidien qu'en fait, on sent pas. C'est après. Donc, en fait, les coups, ça s'encaisse, quoi. Ouais. Facile. Par exemple, moi, le dernier combat que j'ai fait, je suis ressortie du ring. Tu parlais justement d'adrénaline. En fait, je suis ressortie et c'est seulement une heure et demie après mon combat que j'ai vu que j'avais un hématome sur la jambe à l'intérieur. Et je l'avais pas senti. Et pourtant... c'est une espèce de transe dans laquelle on rentre. C'est une transe tout en étant quand même... Il faut quand même rester conscient de ce qui se passe. Oui, c'est ça, mais c'est de l'ultra-concentration qui fait un peu la transe dans le sens... Et c'est vrai qu'après, donc l'adrénaline, forcément, nous aide à encaisser les coups, mais il y a aussi un entraînement. C'est-à-dire que... Alors, on ne s'entraîne pas à prendre des coups, mais en soi, par exemple, on peut adapter le matériel pédagogique. J'entends par exemple pour le Muay Thai, on peut utiliser plus ou moins des PAO. Donc les PAO, pour que tout le monde sache un petit peu ce que c'est des carrés en fait de cuir remplis de mousse avec des lanières que notre entraîneur nous tient. Mais moi, vous utilisez aussi un petit peu et en fait, ces carrés de mousse, ils s'utilisent par paire pour pouvoir justement envoyer les coups de pied, les coups de poing, les coups de genoux, les coups de coude, etc. Enfin bref, les techniques de combat. Et en fait, par exemple, plus on approche à l'échéance d'un combat, plus on peut utiliser des PAO qui sont durs. Et en fait, les PAO durs vont nous préparer, en l'occurrence pour le Muay Thai, les tibias, par exemple. D'accord, ok. Voilà. Les sacs de frappe durs aussi, voilà. Après, à chaque entraînement aussi, à la fin, il y a des sparring, qu'on appelle ça, donc des petits affrontements. Donc certes, on met pas toute notre force, mais forcément, on donne des coups, on va en prendre un petit peu. Donc, au fur et à mesure, notre corps s'habitue aussi à prendre des coups et à pas... Exactement. À faire face à ça, quoi. Voilà. Est-ce que vous pourriez me parler d'une anecdote, d'un truc qui vous est arrivé après lequel vous vous êtes dit waouh, là je suis conquérante, quoi, genre j'ai gagné. Moi, celui qui m'a marqué, c'était mon tout premier combat en Thaïlande, le tout premier sans protection en plus. À la base, c'était vraiment par hasard que j'ai combattu là-bas et je préparais les championnats de France à l'époque. Donc l'opportunité était arrivée, je l'ai acceptée tout de suite avec mon entraîneur de l'époque. Et en fait, j'ai combattu et en fait, au 3e round, la boxeuse qui était donc à domicile, la boxeuse thaïlandaise, me contre. Elle me contre à un très mauvais endroit que je pourrais pas dire. Ah bon ? Ouais. Carrément. Mais en gros, et en gros, la douleur a été telle que en fait, ça m'a porté au cœur. J'ai eu les larmes qui me sont montées. En fait, et à ce moment-là, la douleur était tellement intense que déjà ça me brûlait. Je pensais vraiment que je saignais, que j'étais vraiment extrêmement blessée. Et à ce moment-là, en fait, dans ma tête, ça a été
soit en fait tu t'écroules de douleur devant tout le public, devant ton entraîneur, et tu rentres en France comme ça, en restant comme ça, soit en fait et ça a été vraiment la notion de ravaler sa douleur. Ça a été vraiment comme je mange un bonbon, quoi. C'est enfin un bonbon un peu piquant, mais j'ai été vraiment obligée de ravaler cette douleur et d'aller puiser, mais en fait une force au fond de moi que j'aurais jamais pu sous-estimer. Voilà, sous-estimer. Imaginer. Voilà. Imaginez, voilà, pardon, je me trompe de terme, mais que j'aurais jamais pu, j'ai vraiment été chercher une force en moi que j'aurais jamais pu imaginer. Et là, j'ai fini mon combat en boitant, c'est-à-dire que psychologiquement, auprès de tout le monde, elle avait pris l'ascendant, tout le monde criait, enfin c'était une ambiance de dingue. Et justement, quand j'ai vu que parce que j'étais à domicile, j'étais chez elle, donc quand j'ai vu clairement que tout le monde était content, que je boitais, que j'avais mal et que tout le public était contre moi, au final, ça m'a donné cette force pour dire « Ah ouais, vous êtes content ? Vous allez voir. » Et là, j'ai réussi, pas sans peine, j'ai eu vraiment mal. Et là, j'ai fini mon combat et j'ai gagné. Ah ouais. J'ai gagné au point, alors pas par KO, mais j'ai gagné au point. Et là, ça a été vraiment une belle expérience parce que, d'une part, je peux la transmettre aussi à mes élèves aujourd'hui, leur dire que quand on pense que c'est fichu, qu'on n'a plus de chance, dans la mesure du possible, évidemment, on peut quand même aller encore puiser des choses au fond de nous et passer outre cette douleur où clairement ça a été comme si j'avais un masque, c'est-à-dire de faciès, j'avais les larmes aux yeux mais je ne montrais rien, et à l'intérieur c'était j'ai envie de tomber par terre, maman, t'es où? Non, c'était horrible. Donc voilà un petit peu pour l'anecdote que j'ai eue. C'est une belle anecdote. Et toi, Eva? Alors pour moi c'était pas dans un combat proprement dit, c'était avant la pesée. Alors c'est vrai que les combattants de MMA, nous on a la pesée qui est la veille du combat, qui est au moins 36 heures avant. Ah, c'est ok. Voilà. C'est pas juste. Parce qu'il y a la pesée officielle en général qui est le matin, et il y a la pesée médiatique qui est donc avec le face à face et tout, qui est le soir. Et le matin, en fait, il y en a beaucoup, on perd énormément de poids. Et là, il me restait 3 kilos à perdre le matin. Et du coup, on fait une grosse sèche, on fait bain chaud, tout ça. Et puis à un moment donné, j'arrivais plus. J'allais descendre à 52 kilos. C'était très très dur psychologiquement. Même. En fait, le truc, c'est qu'on se met dans les bains chauds, on reste 20 minutes. Ensuite, on se met dans les couvertures, on attend 20 minutes, on fait ça juste à temps de perdre de l'eau. D'accord, et du coup, on meurt de soif. Et pourquoi, en fait, c'est important d'avoir ces 3 kilos de moins? Pour être dans la catégorie de poids. D'accord. Donc, une fois qu'on est pesé, c'est validé. Après, on reboit, on remange, et après, on pèse 5 kilos de plus, mais on s'en fout. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tout le monde fait comme ça. D'accord. Oui. Donc, en fait, si on le fait pas, ça veut dire que si on reste dans notre poids normal, et on prend cette catégorie, on sait que le lendemain, on va combattre contre une fille qui a 6-7 kilos de plus que nous. Donc, en fait, on est obligé de faire ça. Et là, c'était un moment où... après le bain chaud, je me mets dans les couvertures, et à force, j'arrivais plus à perdre. Donc je faisais 40 minutes au total et je perdais 200 grammes, 300 grammes. J'étais au bout du rouleau et j'ai failli dire non. C'était d'ailleurs pour le titre. C'était pour une ceinture. Ça fatigue. Hein. Ouais, c'était très très dur. Et je me sentais partir, et à un moment, je peux vraiment plus. Heureusement que là, le rôle des coachs est très important, d'avoir un gros soutien, parce que moi j'ai dit je peux plus, j'avais l'impression de partir. Il m'a dit si continue, et après je monte sur la balance et j'étais à 52,100 et là je souffle et là ça marque 52,00 et là j'ai dit merci, sinon je pouvais vraiment plus. Et le lendemain il y a eu le combat, la fille je vais pas vous cacher que c'est un sport où il y a beaucoup de dopage, et parce qu'on n'a pas de contrôle. Et là, c'était une Brésilienne qui était mastoc de fou. Elle m'a fait peur, j'avais un corps d'enfant à côté. Et puis au final, je me suis dit, mais tout ce que j'ai souffert à la pesée, tout ça, c'était pas pour rien. Et je pense que heureusement que j'ai souffert à la pesée, et au final pendant le combat je me suis dépassée, tout ça, et après j'ai gagné la ceinture. Mais oui, ça t'a motivé deux fois plus en fait d'avoir souffert autant que... Oui. Et quand je parle du dépassement de soi, là, je pensais que j'allais mourir, hein.
mais Ouais. non, je suis encore là. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est des sports qui demandent tellement de la personne qui combat, quoi. Tu peux pas être ailleurs une demi-seconde parce que... Bah non, Non. mais c'est avant, pendant et après, si je puis dire, parce que c'est aussi, je pense que on peut parler d'état d'esprit, c'est une hygiène de vie. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a tout qui va avec parce que une hygiène de vie, oui, parce qu'il faut dans la performance sportive, ça passe aussi bien par les entraînements physiques que dans l'assiette. C'est-à-dire que ce qu'on va ingérer, C'est ça un va nous investissement. permettre d'avoir le bon carburant aussi. Mais ça, oui, bah après, c'est dans tous les sports au niveau, même dans tous les sports, évidemment. L'alimentation et l'hygiène est très importante. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de transmettre ça aussi, puisque vous êtes prof toutes les deux qu'est-ce qui vous fait passer de sportive à professeur? Ben moi, ce qui me fait passer de sportive à professeur, c'est de voir l'évolution de mes élèves et leur épanouissement. Je pense que ça n'a pas de prix. Quand on arrive à mettre le sourire sur un de nos élèves et on voit qu'il kiffe quoi, la séance, on voit, par exemple, moi des fois j'ai tous les niveaux, hein, clairement. J'ai du loisir débutant à du compétiteur. Quand des fois je vois un loisir qui arrive au mois de septembre qui sait même pas c'est quoi mettre une droite, mettre une gauche, qui sait pas tenir sa garde, et qu'en fin d'année je le vois, il fait des enchaînements de dingue, mais moi je trouve que c'est magnifique. Et puis pour la petite histoire, j'ai été aussi éducatrice sportive en école multisport. J'ai travaillé aussi en IME avec des enfants atteints de syndrome autistique, où j'ai démontré justement que la boxe pouvait les aider pour leur motricité. Et j'ai toujours eu cette recherche de voir l'épanouissement de mes élèves. C'est vraiment, je pense, le plus beau cadeau que je puisse avoir. Et c'est ça qui m'a donné envie, c'est de transmettre cette passion. Et puis encore une fois, le fait que le Muay Thai, c'est un sport qui a vraiment des valeurs, parce que ça vient du pays du Siam, ça vient de la Thaïlande, le Muay Thai. Il y a plusieurs dérivés. Le plus ancien dérivé, c'est le Muay Boran. Pour les plus anciens, la référence, c'est le film Ambak, pour ceux qui ont connu. Donc c'est une garde très basse, et ce qu'on voit dans le film, les ficelles autour des mains, etc., c'est la vérité. C'est vraiment comme ça, quoi. C'est la boxe birmane aussi, on peut dire ça. Et c'est vraiment comme ça que ça se pratique, et même les compétitions, quoi. Donc voilà un petit peu. Et voilà, le fait de transmettre un sport qui a beaucoup de valeur et leur montrer à mes élèves parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce genre de sport, en fait, les valeurs qu'ils véhiculent, on les retrouve dans notre vie de tous les jours. La persévérance, le dépassement de soi, etc. Et je trouve que ça sert énormément dans la vie de tous les jours. Voilà, surtout dans la jeunesse. La jeunesse actuelle, c'est un bonus pour eux, clairement, de faire ce genre de sport. Ah oui, totalement, même pour la confiance en soi, tout ça, c'est incroyable comment les gens... les jeunes notamment, ils peuvent arriver très introvertis. Ouais. Et après, à l'entraînement, petit à petit, ils se dévoilent. Après, peut-être qu'après, dans la vie de tous les jours, ils restent encore un petit peu introvertis, mais ils ont une petite confiance en eux qui grandit petit à petit. Et ça, c'est tellement beau. Puis ils ont leur bulle d'oxygène, en fait. Quand ils viennent à l'entraînement, et ça n'a pas de prix. Moi, la petite anecdote, j'ai un élève, je pourrais pas citer son nom, mais s'il écoute, j'espère qu'il se reconnaîtra. Il est arrivé au mois de septembre, il parlait pas. Il disait tout juste bonjour, il avait la tête un peu toujours baissée, etc. Aujourd'hui, c'est un élève avec lequel je rigole. On a des fous rires. Voilà, on est au mois de mars, et en fait, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et j'ai réussi à le mettre en confiance, et il s'éclate, quoi. Alors, c'est vrai, comme tu dis, à juste titre, c'est pas dit qu'il fasse la même chose à l'extérieur, mais au moins, il a ce moment, cette bulle d'oxygène, qui lui permet de s'extérioriser et de vivre, en fait. Voilà, tout simplement. Mais c'est intéressant ce que vous disiez sur la confiance en soi, parce que j'imagine que quand vous faites les stages pour les femmes, pour sensibiliser auprès des femmes, ça doit les aider aussi à prendre confiance en elles, parce que de mon expérience, il y a beaucoup de femmes qui se mettent aujourd'hui au sport de combat aussi pour apprendre à se défendre, en fait. Et... Oui, exactement, parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on va pas se le cacher qu'avec toute la violence et tout. Et il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas, qui voient, par exemple, donner un coup de poing, ça très violent, et voir, le geste, c'est un geste entre guillemets sale, non, ça se fait pas. Puis au final, après, quand elles viennent, elles font tout doucement, et petit à petit, en fait, elles prennent trop goût, et elles sont à fond, et ça, quand on voit ça, on est trop heureuse. On aime transmettre ça, cette envie, apporter tout ça. Ouais. Et puis le fait qu'elles prennent plaisir, quoi. C'est vrai que d'ailleurs, c'est marrant la transformation qu'il peut y avoir sur l'espace de 2 heures, parce que nos stages durent 2 heures. Et c'est vrai qu'au début, elle nous l'avoue, on est arrivé avec beaucoup d'a priori, angoissé, peur au ventre. Vraiment, c'est les mots qui sortent.
Et au final, c'est... alors elles sont là vidées. Ah mais c'était génial les filles, franchement, mais c'était d'enfer. On s'est défoulé, on est vidé, mais c'est trop bien quoi. Ouais, donc en fait elles viennent un peu motivées par la peur parce que donc elles viennent angoissées par le sport, mais aussi elles viennent il y a la curiosité. Curieuses, ouais. Mais elles ressortent vraiment en conquise. Aimant totalement conquise. Il n'y en a pas une qui a dit non. Et au contraire, elle dit c'est quand le prochain? Ouais, c'est quand le prochain? Où est-ce qu'on peut s'inscrire? Est-ce qu'il y a des clubs que vous pouvez nous conseiller? Donc c'est mission accomplie parce que clairement nous c'est ce qu'on veut quoi. C'est leur montrer les filles, venez quoi. Il y a pas de souci. Vous allez pas ressortir avec un œil au beurre noir ou le nez cassé. Voilà. C'est ça. Elle s'imagine que les entraînements, comme elle a dit Laetitia, les entraînements, comme il y a 20 ans où on se tape dessus et jusqu'à la mort quoi. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est très structuré, c'est adapté, c'est ouvert à tout le monde, quoi. C'est trop bien. Et est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de la plus belle rencontre que vous avez faite grâce à votre sport? Moi, c'est mon entraîneur, mon coach qui m'a mis dans le MMA, d'ailleurs. Je suis arrivée sur Paris, j'ai cherché un club de MMA, je cherchais sur Internet et... moi, j'ai pris un club un peu au hasard près de chez moi. Et en fait, ça a avéré que c'était un très, très grand coach. Au bout de 6 mois, 4 mois, il m'a proposé de signer un contrat professionnel. D'accord, ok. Et puis, on est parti en Ukraine et tout ça. Et ouais, je pense, dans les MMA, c'est ma plus belle rencontre aujourd'hui. C'est quelqu'un qui t'inspire Oui, encore aujourd'hui. Là, c'est plus mon coach... actuel vraiment, mais à chaque entraînement il m'apportait une leçon de vie à chaque fois, voilà, des valeurs toujours, et ces valeurs elles sont ancrées en moi et il m'a tellement apporté, je crois qu'il s'en rend pas compte, mais faut pas lui dire. Est-ce que tu pourrais me dire un des conseils qu'il t'a donné, qui t'a le plus aidé? La discipline, même si on est fatigué, même si on n'a pas envie, on va quand même s'entraîner. Même si on a mal quelque part, on y va, même si on fait l'entraînement un peu plus doucement ou adapté, mais on vient quand même. Il y a ça, l'attitude. L'attitude, même si on est fatigué, on montre rien. On le fait et on s'écroule pas comme ça parce qu'on est un peu fatigué, on reste droit, voilà, il y a une attitude à avoir. Il y a plein de valeurs comme ça qui m'a transmise, et je pense aussi à mes confrères, et au final ce sont des valeurs même qui me servent dans la vie. Et je vous dis, ça fait 3 ans et demi que je fais du MMA, et donc en fait à 29 ans il m'a encore apporté des valeurs que je pensais que plus personne pourrait m'apporter de valeurs. C'est bon, mes parents ont tout fait. Et toi Laetitia, et c'est quoi ta plus belle rencontre? C'est compliqué parce que j'ai rencontré quand même beaucoup de monde, et justement le fait que j'ai eu pas forcément des bonnes expériences avec un coach en particulier qui m'a suivi au tout début de ma carrière, on va dire, parce que c'est lui qui m'a quand même donné la force l'envie aussi d'enseigner, en l'occurrence. Mais ouais, ma plus belle rencontre, ça a été j'en ai eu plein. En fait, j'en ai eu plein. J'ai pas une personne en particulier qui ressort, parce que, encore une fois, les différentes rencontres qu'on peut faire nous nourrissent, en fait. Nous enrichissent quoi qu'il arrive. Après, c'est vrai que j'ai peut-être une personne en particulier qui m'a vraiment qui m'a soutenue et qui a fait en sorte de cicatriser certaines blessures que j'ai pu avoir justement dans ce milieu. Parce que le milieu de la boxe, c'est le monde d'aujourd'hui, en fait. Donc, on rencontre de tout. Et ce monsieur, ouais, il a réussi vraiment à penser certaines blessures que j'ai pu avoir. Il m'a aidé dans beaucoup de démarches, beaucoup de choses. Et oui, donc il y en a un en particulier. On va l'appeler Crew. Voilà, je pense qu'il se reconnaîtra, Crew. Donc voilà, Crew. Et en tant que femme, du coup, dans ces sports assez masculins, quand même, en règle générale, c'est surtout pratiqué par des hommes. Est-ce que vous avez dû vous approprier un moment le terrain, ou vous approprier le sport, en fait, et vous battre un peu, ou vous avez été plutôt accepté naturellement? Alors, disons que les sports de combat, c'est quand même un monde assez particulier et une certaine population. Enfin, majoritairement.
Et c'est un monde de macho, on va pas se le cacher. Moi personnellement, je vais à l'entraînement, je m'entraîne, je suis pas là à regarder à droite à gauche, je fais mon truc, l'entraînement est fini, je prends mes affaires, je m'en vais. Et je pense que quand on montre qu'on a envie et qu'on fait ce qui est demandé, comme tout le monde, moi personnellement ça s'est bien passé. Prendre sa place et pas attendre qu'on la donne, quoi. Voilà, exactement. On prend sa place petit à petit, on fait ce qu'on a à faire et on n'a rien à prouver à personne. Et toi, Laetitia, comment tu l'as senti ? Moi, sur mes 20 ans de pratique, si j'ai rencontré des clubs où clairement les femmes n'étaient pas acceptées, c'était ouvertement dit, hein, voilà. Donc on prend notre sac, on repart. Vraiment, hein, c'était. Mais à contrario, je suis aussi tombée dans des bons endroits où les gens ont été très. Il y a un peu de tout. Voilà, encore une fois, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. Le monde de la boxe, c'est le monde d'aujourd'hui, hein, donc. On rencontre tous les profils, que ce soit en tant que coach, que ce soit en tant qu'élève. Après, évidemment, il y a des clubs où ça se passe super bien, on va s'éclater, on va faire des super échanges sportifs, on va s'éclater sur les sparring. Donc, c'est les petits combats à la touche. Et voilà, mais oui, moi, la première, là où j'ai dû m'imposer, c'était la première fois où j'ai passé les portes du fameux club, là, où je suis restée 10 ans, où j'ai fait plus ou moins mes armes. Et c'est vrai que j'ai eu un KO en entraînement. Ah oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que, fort heureusement, que le milieu de l'enseignement dans le Muay Thai, attention, je ne parle pas des autres boxes, du Muay Thai a évolué, heureusement, et que les mentalités aussi ont changé, parce que c'était compliqué au début. Ouais. Et est-ce que vous avez une femme, en règle générale, ou une athlète qui vous a particulièrement inspiré et dont vous aimeriez parler ? Moi, oui, il y a une athlète qui m'a beaucoup... C'était un exemple, même pendant que j'étais ado, et je l'ai beaucoup admirée, c'est Ronda Rousey. C'est elle qui a beaucoup développé le MMA dans le monde, hein. Donc c'est une ancienne judokate, donc faisant du judo, forcément, je me suis identifiée à elle, hein. Comme beaucoup, je pense. Et je pense à partir de là, je me suis dit, j'aimerais bien faire ça, vraiment. Ou je me suis dit, c'est ouf ce qu'elle fait, c'est incroyable, et je me dis, j'aimerais bien essayer. Tu t'es identifiée. Oui. Et toi, Laetitia ? Alors moi, à l'époque, c'était... tout de suite, j'ai pas eu de femme. Moi, c'était surtout Ramon Decker, qui est décédé d'une crise cardiaque il y a quelques années. Il m'a beaucoup inspirée, et j'ai aussi beaucoup aimé Gina Carano, qui est vraiment une super combattante. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Ouais. Et elle, elle a fait beaucoup de Muay Thai, et justement avec un maître thaïlandais là-bas, elle a vraiment excellé dans ses combats, et ensuite elle s'est tournée vers tout ce qui était free fight, MMA, et pareil, elle a excellé dans les deux disciplines. Et ce que j'aimais beaucoup chez cette combattante, c'est que elle était redoutable. C'était vraiment une combattante redoutable, mais à côté de ça, elle était très humble. Elle était très humble et très 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 respectueuse, et ça, franchement, ça m'a vraiment vraiment inspirée. C'est vraiment les vraies valeurs du sport, j'ai l'impression. C'est à la fois être humble et en même temps être redoutable. Après, il y a différentes écoles. Ok. C'est la vérité, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Il y a différentes écoles, c'est-à-dire que... et tout vient du club. Tout vient du club, d'où vous venez. Vous avez des clubs où ça va être que des compétiteurs. Ils ne veulent pas entendre parler de loisirs. Voyez, donc ça va être vraiment l'esprit de la gag, machin. Attention, c'est pas une critique, hein, c'est chacun y trouve son compte. Voilà, c'est une question de ce que nous on recherche, qui on est, et c'est là on va réussir aussi à s'identifier au club qui va nous correspondre, au coach qui va nous correspondre, et puis c'est tout. Et autant il y a des gens être humble, ça leur convient pas. Et justement, ils n'arriveront pas à chercher cette motivation dans le côté humble. Eux, il y a des personnes qui vont avoir besoin de gonfler un peu le torse pour dire je suis là, quoi. Ouais. Et du coup, une fois que vous avez quitté le terrain, enfin que vous êtes parti du ring ou de la cage, qu'est-ce qui se passe face à votre adversaire ? Vous avez quoi comme sentiment envers elle ? Est-ce qu'il y a une forme de sororité qui s'installe dans les vestiaires, ou pas du tout, ça reste très séparé ? Alors, nous dans la cage, donc le début, on se regarde comme des bêtes, hein, on se tape dessus et tout, mais à la fin, il y a un très très grand respect. On se prend dans les bras comme pour dire merci, quoi. Bon combat, c'était bien. Très grand,
Mais c'est le sport de combat qui veut ça, je pense. Ouais, nous c'est pareil en boxe aussi, c'est-à-dire que au début, voilà, il y a l'enjeu, hein, clairement. Donc on n'est pas en mode copain-copine, on va dire. Même s'il y a toujours quand même le respect du partenaire, hein, ça faut pas l'oublier. Mais après, encore une fois, l'enjeu n'est pas de sauter la corde à sauter sur le ring ou notre lieu de combat, quoi. Mais à la fin, ouais, pareil, c'est une étreinte, une accolade, merci. On va saluer, donc en Muay Thai, on va saluer l'autre, enfin les coachs du camp adverse, et en général, ils lui donnent aussi une petite gorgée d'eau en signe de partage, en fait, voilà. Ils respectent aussi le job qu'on a fait pendant le combat. Il y a un fair play, en fait, qui est... Tout à fait, absolument. Ah ouais. Okay. Je me suis déjà vue une boxeuse avec laquelle j'ai combattu venir me dire waouh, franchement, bravo, quoi. Ah, ça fait plaisir, ça. Je vois, merci. Ouais, non, mais c'est pour dire que oui, le côté fair play, il est vraiment présent, quoi, dans les sports. Oui, il est présent. Bon, après, il y a toujours des exceptions. Hein. Bien sûr. Dans tout. Mais en général, oui, il y a une très grande forme de respect pour le travail, pour l'échange qu'il y a eu, pour tout ça. Oui, parce que ça reste quand même un sport de contact, quoi. Donc, partager un vrai moment avec l'adversaire. C'est pour ça que ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est voilà, on a clairement partager notre sueur et notre fatigue, pas notre énergie, tout. Mais c'est pour ça qu'il y a une chose aussi... pardon, je vais peut-être te laisser... non, bien sûr, vas-y. Il y a une chose aussi que j'aimerais quand même préciser, c'est que parfois j'entends... ouais, mais elle a perdu, nanana, ouais, machin. Ouais. Alors, il y a une chose qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que la personne, elle gagne ou qu'elle perde, on est bien d'accord, hein, on monte pas sur le ring, on rentre pas dans la cage pour perdre, c'est une évidence. Mais si on perd, il faut quand même garder à l'esprit que d'une part, on a fait toute la prépa et qu'on a eu le courage de passer la porte ou de passer les cordes du ring. Donc, ce que je veux dire, c'est aux personnes qui parfois ont ce genre de pensée, gardez quand même à l'esprit tout le cheminement qui a fait que la personne ait eu le courage de se retrouver en face de l'autre. Si je peux me permettre. Oui, c'est ça, exactement, parce que il y en a beaucoup, c'est un monde, enfin, je pense qu'on est dans une société où il y en a beaucoup qui vont critiquer, ouais, t'aurais dû faire ça, ouais, t'as perdu, ouais, mais t'aurais dû faire ça, bref. Mais par contre, la personne, tu lui dis, ouais, mais toi, tu rentrerais dans une cage ? Tu rentrerais dans un ring ? Ouais, non, mais en fait, voilà. Je me suis fait les ligaments croisés il y a 2 ans. Voilà, du coup, voilà. C'est vrai, c'est un sport qui demande beaucoup de courage aussi. Oui, il faut pas oublier ça, ouais. Que c'est pas forcément donné à tout le monde à un certain niveau. Après, niveau amateur, si la personne veut vraiment le faire, c'est donné à tout le monde. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Mais c'est de la discipline. Enfin, faut travailler, quoi. Oui, de la discipline. J'ai appris un truc dans ce podcast. Et du coup, pour conclure, est-ce que vous pourriez me donner le meilleur pep talk que vous ayez reçu avant un combat ? Un pep talk, c'est un discours de motivation avant un combat. C'est quoi les mots qui vous font vous dire c'est bon ? C'est ça qu'il faut que j'entende pour y aller à fond. C'est assez délicat à répondre parce que, comme je t'ai dit, c'est... Par exemple, on peut me dire... tiens, elle, imagine, je sais pas, t'as volé ton portefeuille alors qu'une semaine on t'a volé ton portefeuille, t'as encore la hargne, et si on te le dit 6 mois après, tu vas dire ouais, je m'en fous. Oui, tu vois, ça sera passé. Donc ça dépend vraiment du moment présent. C'est pour ça qu'il y a vraiment le côté émotionnel qu'il faut gérer, en fait. Et c'est une question d'adaptabilité. Ouais, je l'ai dit, d'adaptabilité. Et dont nos coachs doivent faire preuve, et c'est pour ça qu'un coach, comme moi je l'ai expliqué, que je vais vous expliquer, ça va au-delà de quelqu'un qui vous tient les pas hauts. Un coach, c'est vraiment quelqu'un, en fait, qui vous connaît et qui vous comprend. Et c'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez mal, quand vous en pouvez plus, quand, c'est stop, quoi. Lui, il va savoir, en fonction, pareil, de la situation, il n'y a pas de mots-clés. Mais justement, il va savoir s'adapter et appuyer sur le bon bouton ou vous dire la bonne chose pour vous remotiver. Et que là, le côté conquérant qui revient et on y va, quoi. Voilà. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est le coach qui va trouver le bon truc. Moi, je sais... Enfin, après, la chose qu'on me dit, et je me dis, ah ouais, c'est quand on me dit, mais t'as pas fait toute cette préparation pour rien. On s'est pas battu, t'as pas pleuré à l'entraînement pour rien. Voilà. Ouais,
toujours ce côté discipline, quoi. Enfin, vraiment, exactement, ouais. Pas tout fait tout ça pour rien. Ouais, c'est ça, ouais. Après, oui, si on peut donner un petit exemple, moi, c'est par exemple quand mon coach il me dit soit t'es au-dessus, vas-y, amuse-toi. Ah ouais, ça fait plaisir. C'est vrai, c'est marrant, ça marche plutôt bien sur pas mal de sportifs, j'ai l'impression de dire. J'ai déjà fait des interviews où les coachs se disaient vas-y, t'es meilleur, donc amuse-toi, et ça motive vachement, je trouve. Le fait de s'amuser, c'est aussi ce qui est ultra important. Bah, y a une notion de faut prendre plaisir dans ce qu'on fait, parce que même si effectivement c'est des sports de combat où on va donner des coups, on va en recevoir, etc. Il faut kiffer, quoi. Faut kiffer le moment, parce que voilà, toute la prépa qui a été avant, si on a. Alors après, justement, il y a aussi la notion de gérer le stress. Avant combat aussi, hein, faut clairement en parler, faut pas non plus se dire ouais, la vie est rose, j'arrive, je kiffe et tout, c'est trop bien. Non, voilà, il y a aussi le côté où on a quand même au fin fond de notre tête conscience que le risque zéro il n'existe pas, mais on essaye au maximum de le mettre au fond, et ça s'apprend à gérer ça. Voilà, on apprend à le gérer avec le temps, et il faut, parce que sinon, si le stress ou la peur prend le dessus, c'est fichu. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la prépa mentale, elle n'a pas été faite, ou alors que l'autre, elle a trop réussi à rentrer dans la tête, et c'est fichu, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu répondre à mes questions. Merci à toi, Alix. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, et tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, envoie un mail à alix@mademoiselle.com avec en objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Allez, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.